sur les sites névralgiques, les attentats contre les représentants des pouvoirs locaux, comme leurs prédécesseurs idéologiques, les bandéristes qui étaient acolytes de Hitler. Ils essayent d'agir par le biais des groupements de saboteurs. C'est bien ce type de groupement qui a organisé un attentat sur le pont de Kerch par ce groupement. Et il cible également les endroits de rassemblement de personnes, les sites nucléaires, par exemple, y compris les sites nucléaires dans les républiques de Donetsk et de Lugansk, et aussi dans les républiques de Kherson et Zaporizhzhia. Avant leur adhésion en Fédération de Russie, il y avait déjà la loi martiale qui était en vigueur. Maintenant, nous allons traduire et élargir donc cette loi en termes de la loi russe. Donc j'ai signé le décret aujourd'hui concernant les territoires de ces 4 républiques au sein de la Fédération de Russie sous le statut de la loi martiale. J'ai également accordé à titre de cette loi, à titre de ce décret, de nouveaux pouvoirs aux gouverneurs des régions russes, des pouvoirs élargis dans cette situation, afin d'assurer la sécurité des populations, le gardiennage des sites, la protection civile des civils, l'augmentation aussi de la fiabilité du fonctionnement de l'économie dans ces conditions et aussi la production des produits nécessaires pour la conduite de l'opération spéciale. Les gouverneurs des régions vont recevoir des pouvoirs afin de créer des états-majors, des équipes pour évaluer les besoins et j'attire donc la nécessité de leur accorder tout type de soutien. Les objectifs qui sont fixés devant les gouverneurs de région sont de l'ordre différent, qui correspondent à la situation, aux états des lieux de chaque sujet de fédération en particulier. C'est pour ça que nous avons prévu une échelle à plusieurs niveaux de réactivité aux situations d'urgence. Et ensemble, avec l'administration présidentielle, j'appelle donc de coordonner les mesures de réaction rapide, des mesures qui sont prévues par le décret que je viens de signer. Je également délègue le pouvoir aux gouverneurs des régions pour immédiatement mettre en exécution les dispositions de ces décrets. Tout le système de l'administration est maintenant fait face à ce défi d'une nouvelle coordination accrue et donc un centre de coordination sera créé et c'est le chef du cabinet du ministre qui va prendre la tête de cette cellule de coordination. En son sein, il y aura également les représentants des ministères sociaux, le ministère de l'économie, les représentants du Conseil d'État et des autres structures étatiques pour permettre la plus large représentativité de cette cellule de coordination. Nous sommes aujourd'hui très fiers de tous ceux qui remplissent leur devoir de nation, de défendre la nation, le devoir de soldats. Quelles que soient les tâches qu'exécutent nos militaires, ils doivent être dans de bonnes conditions. On doit fournir tout le nécessaire à nos soldats. Les casernes, les ratios de combat, les fournitures de équipements. Et nous avons tous les moyens pour fournir tout ça au niveau qui est le nôtre, qui est le niveau de notre pays, qui est le niveau de moderne. Je sais qu'il y aura quelques problèmes de payer les soldes, de règlement des soldes à temps, les soldes qui concernaient les personnes récemment mobilisées.
sécurité. J'ai signé aujourd'hui un décret spécial pour allouer des fonds spéciaux, 195 000 de roubles, qui doivent être donc spécialement alloués à ces fins. Ensemble avec les chefs de région, avec le Front populaire, avec le mouvement Mivmiest, nous tous ensemble, nous allons mobiliser tous ces réseaux de soutien accordés aux familles des personnes qui ont été mobilisées pour les entourer de notre soutien. Chers collègues, nous travaillons aujourd'hui avec des tâches de grande envergure pour assurer la protection des personnes civiles et pour assurer l'avenir de la Fédération de Russie. Tous ceux qui sont actuellement formés en formation dans les centres de préparation au combat, ils doivent sentir derrière eux une nation toute unie, une nation qui les soutient, qui les porte. Et nous comptons beaucoup sur nos entreprises qui vont soutenir l'effort de guerre de complexes militaro-industriels et toute l'économie. Nous demandons aujourd'hui un effort collectif, un effort de cohésion, un effort de réactivité. Tous les sujets de fédération sont demandés donc d'agir rapidement, de prendre des décisions rapidement, d'être au contact avec les entreprises, avec les collectifs des travailleurs pour accorder cette réactivité et pour fournir cette coordination, surtout dans les domaines les plus prioritaires. Et nous allons le faire. Et je compte sur votre soutien. Chers collègues, maintenant, nous allons passer aux autres questions de l'agenda du Conseil de sécurité, notamment la question des migrations. Des questions migratoires. Aujourd'hui, la situation au monde change rapidement. Il y a des facteurs globaux nouveaux qui apparaissent et qui ont un impact sur la politique migratoire. Nous devons prendre en compte ces nouvelles réalités, ces nouveaux défis et perfectionner nos moyens. Nous devons corriger le concept actuel de la politique de l'État en matière d'immigration. Elle doit être corrigée en fonction de ces nouveaux défis. Et ça va fournir une nouvelle base, une base pour la législation future. J'ai déjà chargé en mars de 2002 le gouvernement de réfléchir sur ces questions et j'attends maintenant les retours par rapport à nouvelles idées qui jetteront les bases de ce nouveau concept. Et je passe la parole à l'adjoint du Conseil de sécurité, Dmitry Anatolovitch Medvedev. C'est un discours qui était attendu, mais peut-être pas à ce point. Conseil de sécurité exceptionnel, extraordinaire, et vous l'avez entendu, comme nous, c'est un retour de la force et de la terreur dans les territoires occupés. Hier, on se posait encore sur ce plateau de savoir si les Russes avaient bien dessiné les contours géographiques de ces territoires. Là, Poutine le dit à l'instant, il vient de signer un décret rétablissant notamment la loi martiale dans l'ensemble des territoires et réquisition de tous les moyens économiques et humains pour le service et les efforts de l'armée qui est au combat. Le joug est tombé sur les 4 territoires annexés avec une loi martiale en plus. Ça veut dire que toute personne, on est un peu dans la France que nous n'avons pas connue, mais l'histoire nous le rappelle, après 40 et l'invasion des nazis, c'est-à-dire que toute personne qui s'opposera, bien évidemment, aux lois dictées par Moscou sera considérée au mieux comme un terroriste, au pire comme quelqu'un de mort. Il y a un vrai durcissement du ton là, chez Vladimir Poutine qui en effet décrète la loi martiale, que tout est immédiatement applicable. Il y a un centre de coordination qui se met en place pour toutes les régions annexées. Donc vraiment, on sent bien qu'on passe à la vitesse supérieure, également sur le plan économique, puisque là, c'est l'économie de guerre. C'est tout le complexe militaro-industriel doit être derrière nous. On sent en effet... Les richesses, peut-être même jusqu'à l'agriculture. On sait quand même que ces territoires n'ont pas été choisis par hasard, ils sont assez riches.
Bien sûr, non, c'est vraiment, on passe en économie de guerre, tous les moyens sont faits pour gagner cette guerre, même si on ne prononce toujours pas ce mot, mais on voit bien que les autorités ukrainiennes sont traitées de tous les noms. Il y a une façon d'afficher sa force et sa volonté d'aller jusqu'au bout. Même le visage a changé. On le disait, on l'a souvent analysé ces derniers jours. Là, c'est un Poutine dur. Le ton est ferme, il n'y a pas d'approximation. Les mots sont choisis, ils font mal. Oui, moi je pensais juste aux ressources. Ça fait 8 ans que les ressources sont pillées en Ukraine sur les territoires occupés. Il ne faut pas oublier que le charbon, le fer, tout ce qui pouvait être pillé a été pillé. Donc je crois qu'il ne reste plus grand-chose. Et je crois que c'est vraiment un aveu de faiblesse, comme tout le monde le dit, là. C'est que les Ukrainiens sont tellement remontés et tellement prêts à en découdre que là, ils se rendent compte que plus rien ne passe, quoi. Donc vraiment, ce discours qui se durcit, c'est parce qu'il n'arrive pas à ses fins et qu'il a bien compris que les Ukrainiens allaient jusqu'au bout. Général Norlin, vous l'avez écouté, ce discours de Vladimir Poutine. On est dans une deuxième manche là, de cette guerre, opération militaire spéciale, continue-t-il à dire. Les mots sont forts, hein. Il accuse les autorités ukrainiennes d'être des suppôts d'Hitler. Oui, d'abord ce message sur le côté nazi de l'Ukraine est très ancien et a servi de prétexte à l'invasion de l'Ukraine. Mais au-delà du côté très inquiétant de ce discours, de ce message, il y a un côté pathétique. Pathétique parce que, vous savez, l'armée russe est partie la fleur au fusil. Et là, elle se retrouve en grande difficulté. Et le président Poutine réalise enfin que son pays n'est pas prêt à soutenir son armée. Mais c'est bien tard. C'est bien tard parce que c'est oublié. Les 20 ans, les plus de 20 ans de corruption qui ont présidé au fonctionnement de cet État, c'est un État mafieux. Donc la corruption a fait des ravages dans l'organisation, notamment de la sécurité et de la défense, et que ce n'est pas en quelques mots ni en quelques jours que Vladimir Poutine va réussir à remobiliser son pays tout entier. C'est un appel vraiment à rassembler tout son pays derrière son armée en guerre. Mais comme je le dis, c'est un côté extrêmement pathétique. Et d'un autre côté, c'est à la fois pathétique et aussi très inquiétant parce que du coup, on passe effectivement à une accélération, à une autre dimension dans ce conflit, si c'était possible. On voit bien que cette armée russe, ce pays, ce président vont essayer de mettre tous les moyens possibles pour ne pas perdre la face, pour essayer d'obtenir quelque chose et gagner dans leur esprit cette guerre. Monsieur l'ambassadeur, vous avez entendu en direct, comme nous, ces mots, loi martiale, réquisition générale pour l'effort de guerre, ce sont des mots qui résonnent, même pour nous. Là, je crois que Poutine va vraiment très loin. Il jette un défi supplémentaire aux pays occidentaux, aux États-Unis, à l'Europe, à l'OTAN, mais probablement aussi à ceux qu'on a considérés pendant un certain temps comme ses alliés, notamment les Chinois. Dans quelques semaines, dans quelques jours, il devait se rendre au sommet du G20. Je ne suis pas sûr qu'après avoir décrété cette loi martiale, il puisse s'y rendre. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher? À Bali, c'est lui, ça sera sa décision à lui, mais il est invité naturellement par le président qui est indonésien à l'heure actuelle, donc ça se tient à Bali. Simplement, on parle même d'une rencontre éventuelle avec Joe Biden. Et bien sûr, mais ça paraît compliqué. Vous avez raison. Ce qui était aussi intéressant, ça serait l'attitude de Xi Jinping, renouvelée pour 5 ans dans son mandat de tout puissant président de la Chine, qui n'accepte pas cette guerre depuis le début. Et maintenant, la chose vient d'être aggravée par la déclaration de la loi martiale. Le deuxième aspect, c'est que la déclaration d'hier soir du général qui commande l'ensemble de l'opération en Ukraine était susceptible d'être analysée comme une prise de pouvoir par le général sur son territoire. Il disait, maintenant c'est moi le patron, je vais mener ma guerre comme je l'entends. Et comme je l'entends, ça veut dire que premièrement, je fais sortir les civils, deuxièmement, c'est peut-être pour tout bombarder, et troisièmement, s'il est nécessaire de retirer les militaires russes de l'enclave de Kherson, je le ferai. Là, ça vient en sens inverse, puisque les pouvoirs de la loi martiale ne sont pas donnés à des généraux, à des militaires, mais aux gouverneurs. Et les gouverneurs, ce sont des représentants du Kremlin. Ce ne sont pas les militaires. Qui ont toute autorité
autorité, qui auront même toute sur autorité, la loi et sur la population. Civils et militaires. C'est Et énorme. ça, pour les militaires, et même pour le général, le nouveau général commandant en chef de l'opération, c'est pas une excellente nouvelle. C'est une forme de désaveu, c'est Emmanuel Dupuis, pour le général Sourovikine. C'est une forme de désaveu, certes, ou en tout cas, c'est une forme de mise en minorité de remise en cause plutôt de sa pleine légitimité. Mais il y a aussi un élément qu'il faut analyser. La loi martiale a un autre effet. C'est-à-dire que maintenant, les militaires qui refuseront de combattre seront soumis à la loi martiale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a un durcissement aussi face à la désobéissance ou face au phénomène de mutinerie. Le président Vladimir Poutine avait renforcé déjà la loi. Je vous laisse finir, mais tout acte, pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent bien, tout acte qui ira contre l'armée russe, ou des soldats russes, sera sanctionné. Ce qui était jusqu'à présent pas le cas, ou en tout cas, puisque c'était des militaires professionnels, ils avaient le droit, entre guillemets, de ne pas combattre. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un durcissement vis-à-vis des troupes sur le terrain, qui seront obligées de combattre, avec sans doute un rôle particulièrement à craindre de la société militaire privée Wagner, ou des troupes tchétchènes qui, on le sait, ont pour mission aussi de forcer les combattants à se positionner au combat et donc pas refuser ce combat. Alors, vous avez raison, c'est pas forcément un désaveu, je ne le dirais pas comme ça. En tout cas, c'est une reprise en main directe du Kremlin sur une opération qui devient de facto une conduite opérationnelle menée directement par Vladimir Poutine. Donc ça, c'est un élément important. On le sentait, on avait déjà eu quelques signaux faibles, comme quoi il est donné lui-même directement un certain nombre d'ordres. Là, c'est effectivement une forme aussi de mise à l'écart de Sergueï Shoïgu, puisque dans le sens où c'est bien une remise en cause de la direction du ministère de la Défense sur l'opération, là, c'est une façon de rendre plus prégnant le poids que Vladimir Poutine va avoir sur la conduite future des opérations. On continue de parler bien évidemment de cette intervention marquante, vraiment, depuis le début de ce conflit, à l'instant de Vladimir Poutine, pour deux choses, parce que ce conseil extraordinaire de défense au Kremlin se poursuit, mais Poutine, nous a-t-on dit, pourrait annoncer la fermeture des frontières de la Russie, ce qui explique également que ces nouveaux territoires font partie de la Russie, fermeture des frontières, qui nous ramène à une autre question qu'on va développer bien évidemment, c'est à partir du moment où ces territoires sont russes, avec des frontières russes, toute personne rentrant sur ce territoire est en guerre contre la Russie, mais tout armement provenant de l'Occident, qui arrive aussi pour frapper sur ce territoire, est-ce qu'il n'y a pas ce problème de co-belligérance que l'on évite comme on peut depuis 8 mois ? En tous les cas, c'est une menace que fait planer Vladimir Poutine depuis qu'il a annexé ces territoires officiellement, en disant qu'il pourrait bénéficier de la même protection en fait que la Russie elle-même, puisque ce sont des territoires russes. Mais depuis 10 minutes, on sait. Oui, qu'il passe en effet à la loi martiale. Il veut dire, je suis très sérieux sur le sujet. Oui, c'est une façon évidemment d'essayer de faire reculer les Occidentaux et de faire reculer aussi les Ukrainiens. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Enfin, on voit bien la détermination sans faille de l'Ukraine et la détermination des Occidentaux à continuer d'armer l'Ukraine. Depuis qu'il y a eu, depuis une semaine, ces bombardements, cette utilisation massive de drones, on voit bien le soutien renouvelé de l'OTAN, des Américains à cette armée ukrainienne. Donc c'est évidemment la menace qu'il fait planer, mais il y a très peu de chances que ça fasse reculer les Ukrainiens armés par les Occidentaux. Les Américains qui, hier encore, on pourra peut-être écouter d'ailleurs le témoignage, indiquaient qu'il fallait absolument armer les Ukrainiens maintenant. Avant l'hiver, il fallait remporter les batailles décisives, je cite, avant justement la fin de l'année. Revenons sur ce que dit ce retour en force de la terreur dans les territoires. Monsieur l'ambassadeur, à partir du moment où Poutine décrète que c'est son Premier ministre, il l'a dit, qui allait gouverner, gérer l'ensemble de ces territoires, c'est aujourd'hui pour la Russie une façon de mettre à jamais, entre guillemets, la mainmise sur tout ce qui fonctionne, pour qu'on comprenne bien, dans ces territoires, de la vie des gens à la production, tout. C'est probablement la volonté de Poutine, mais moi je comprends que c'est surtout en effet le Kremlin qui va gérer en direct la situation dans ces territoires. Le Premier ministre étant désigné parce que c'est lui qui coordonne l'action des différents ministères, mais le Premier ministre, encore une fois, jusqu'à présent, ne s'est jamais exprimé publiquement sur cette guerre. Et le Premier ministre peut-être même se gardait
une possibilité de manœuvre pour la suite. Maintenant, il est en effet mouillé dans cette affaire, puisqu'il est chargé d'appliquer la décision de la loi martiale avec les gouverneurs. Les gouverneurs qui sont tous en réalité nommés par le Kremlin. Mais ça va changer la vie des habitants, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, alors on peut aussi avoir à l'esprit qu'il s'agit, comme la mobilisation partielle, d'une loi martiale partielle, puisqu'elle concerne que 4 oblats. On n'est pas sur la loi martiale sur l'ensemble du territoire russe. Donc certains critiques vont certainement mettre en avant que cela arrive un peu tard et que cela ne va pas régler les problèmes auxquels font face les forces armées qui sont en train de perdre le Mais combat. vous l'avez dit tout à Kherson. l'heure, c'est aussi une façon pour Poutine de s'enlever des oppositions. Parce que, il l'a bien dit, tout ce qui se passe, tout ce qui est produit dans ces territoires-là, iront à l'effort de guerre et aux troupes sur le terrain, c'est clair. C'est une façon de dégager le terrain et c'est une façon de dire que maintenant, s'il y a des opérations contre la Russie, ce sont des opérations terroristes. Voilà. Et donc on passe d'une opération militaire, enfin une opération militaire spéciale, ou l'opération spéciale tout court, à une opération antiterroriste. Et donc forcément, la manière de répondre sera encore plus violente contre les actes de sabotage. Et autre élément, et la Russie l'utilise fréquemment, c'est l'effet miroir. En disant, nous mobilisons et nous faisons une loi martiale en accusant les Ukrainiens d'avoir fait avant. Ouais. C'est une réponse à la loi martiale qui a été appliquée et qui a été présentée comme quelque chose qui ramènerait 70 ans en arrière. Un peu plus de 14 heures, si vous nous rejoignez, Vladimir Poutine annonce justement qu'il instaure cette loi martiale dans les territoires annexés, annonce faite en direct à la télévision russe lors de son conseil de sécurité. Réécoutons-le, le chef du Kremlin. Dans les républiques de Donetsk et de Lugansk et aussi dans les républiques de Kherson et Zaporizhzhia, avant leur adhésion en Fédération de Russie, il y avait déjà la loi martiale qui était en vigueur. Maintenant, nous allons traduire et élargir donc cette loi en termes de la loi russe. Donc j'ai signé le décret aujourd'hui concernant les territoires de ces 4 républiques au sein de la Fédération de Russie sous le statut de la loi martiale. Les mots sont lâchés par Poutine. C'était il y a moins de 10 minutes. La loi martiale, la vie des habitants de ces oblasts, 4 oblasts, enfin maintenant 4 territoires russes, devrait changer. Merci d'être avec nous, Général Chovancy. On le disait, retour de la force de la terreur sur ces territoires par Poutine. Poutine décide, ce sont des territoires russes. Et il a précisé que l'ensemble de la production, qu'elle soit économique, que ce soit les habitants, que ce soit tous les efforts, iront à l'effort de guerre pour les soldats russes engagés dans la guerre en Ukraine. Dans une logique de guerre, personnellement, ça ne me choque pas. Il occupe un territoire, il l'exploite au maximum, il établit, si j'ai bien compris, la loi martiale. N'oublions pas qu'il y a eu quand même des actes de résistance, donc il est dans une situation d'occupation, et face à cette situation d'occupation, il prend des mesures qui donnent tous les pouvoirs, finalement, y compris civils, aux militaires, pour mener leur mission. Donc je ne fais pas un jugement de valeur sur la décision qui est prise, je dis simplement que techniquement parlant, ça ne me semble pas totalement idiot. Général Norlin disait que c'était pathétique. Pardon. Oui. Que c'était pathétique, une décision pathétique, nous disait le général Norlin qui était avec nous tout à l'heure. Non, je ne crois pas. Ayant fait partie personnellement des forces terrestres et ayant été confronté à des zones où j'étais déployé, je comprends tout à fait qu'on prenne quelques mesures pour assurer, je dirais, la possibilité de réussir sa mission. Ouais. Je répète, ce n'est pas un jugement de valeur sur ce qui a été pris comme décision. On dit simplement qu'en tant que militaire sur un théâtre d'opération, je veux avoir tous les moyens pour remplir ma mission. Alors qu'on dise que ce soit pathétique, c'est un jugement de valeur qui ne me semble pas correspondre du tout à la réalité militaire. Donner à l'ensemble des préfets sur le terrain et des administrations l'entière gestion des territoires. Revenons à l'histoire, ça nous rappelle quelque chose qu'on en a connu. Quand les Allemands, les nazis ont pris la France, la vie des Français a sacrément changé. Oui, tout à fait, mais on est dans la logique, je dirais, d'une guerre. Maintenant, on peut l'habiller de ce que l'on veut derrière en termes d'appréciation. Mais je reviens à mon mot technique, qui n'est pas un mot très, très agréable. Mais techniquement, militairement parlant, je ne vois pas comment on peut faire différemment. Maintenant, vous pourriez toujours me rétorquer, est-ce que la loi martiale doit s'appliquer aux besoins avec des mesures dites antiterroristes, comme ont fait les Allemands en 1940 C'est ce qu'a dit Vladimir Poutine. Hein. Il a laissé entendre que toute personne maintenant qui irait contre... je ne sais pas comment l'appeler, la guerre, l'opération spéciale, on ne sait plus bien, en tout cas, qui pourrait attenter
à un soldat russe ou à un représentant de la Russie dans ce territoire qui, aujourd'hui, est russe, serait considéré comme un terroriste. Je dirais qu'on retombe sur des grands classiques, quel que soit le type de conflit. Je ne voudrais pas prendre les conflits français dans lesquels on été impliqués dans d'autres continents que le continent européen. Il y a un moment où, effectivement, pour gagner, parce que le but c'est la victoire, il y a des moyens qui sont utilisés, qu'on peut contester, qu'on peut condamner. Il y a des mouvements de résistance que d'un côté on dira sont des mouvements terroristes, de l'autre côté on dira que c'est de la résistance. Il y a un moment, je dirais, moi je reviens un peu aux conventions de Genève quand même à un moment donné. Alors effectivement les conventions de Genève ont permis à ce qu'un civil puisse combattre un occupant. Bien. Le problème, c'est que jusqu'aux conventions de Genève, historiquement, il y avait bien une distinction qui était faite entre le militaire qui combattait et le civil. C'est-à-dire que le civil, théoriquement, on n'y touchait pas, il ne participait pas au conflit. Aujourd'hui, reconnaissons que depuis la Deuxième Guerre mondiale, justement avec l'exemple que vous avez cité, on est avec le non-port de l'uniforme, que le civil peut utiliser une arme pour résister, avec tout un certain flou, finalement, sur qui fait le combat, qui fait la guerre, qui se bat. Et à un moment donné, un civil... Moi, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec ça. Prenons un cas très concret, comme ça s'est passé au Mali, avec un enfant qui arrive à 15 ans, vers nos soldats français, bardés d'explosifs. C'est un combattant, finalement, mais c'est comme un enfant. Et vous mettez tous derrière le droit qui existe pour réagir. Comment font les militaires face à ça? Ça s'est très bien terminé. On a sauvé l'enfant, il n'a pas explosé. Mais néanmoins, ce cas très précis qui est hors conflit, justement pour bien dire la difficulté aujourd'hui de faire la différence entre un combattant et un non-combattant, avec cette possibilité pour n'importe qui d'être un combattant, fait que à situation, on dirait, floue, correspond des réponses exceptionnelles. Et là, Poutine les assume complètement en disant « Oui, je fais appliquer une loi martiale parce que mes soldats n'ont pas à être tués, entre guillemets, par des actes dits terroristes ou par des actes de résistance pour les autres. » Et je crois que les images que l'on montre depuis ce matin des évacuations à Kherson et de la décision de l'administration pro-russe de faire partir les civils qui sont, on peut peut-être le dire, plutôt favorables à la Russie, en tous les cas qui font le choix d'aller en Crimée, c'est une façon aussi de clarifier les choses. Ceux qui restent, ce sont ceux qui ne veulent pas aller emménager en Russie ou dans les territoires pro-russes ou en Crimée. C'est une façon de clarifier les choses. Donc en effet, ensuite, il instaure la loi martiale, donne des pouvoirs de police renforcés aux autorités sur place pour faire la chasse à ceux qu'il appelle les terroristes. Après, on va écouter Vladimir. Je voudrais juste savoir, moi, si ces gens ont le choix ou pas, hein, parce qu'on n'en sait rien. Est-ce qu'ils ne sont pas poussés en Russie et déportés finalement? Ça, on n'a pas l'information, on ne leur a pas posé la question non plus. Donc, ça se trouve, ils n'ont pas le choix. Donc, il faut revenir un petit peu à la réalité. Alors, les images, on les reverra tout à l'heure, hein, l'encadrement est léger, mais vous avez raison de se poser la question, d'autres le font aussi, de déportation, d'exode pour certains. En tout cas, après ce qu'a dit Vladimir Poutine, je pense que tout est prêt pour pouvoir le faire. On va écouter le chef du Kremlin qui a donc signé ce décret qui prévoit l'instauration de la loi martiale. Tous les pouvoirs seront confiés aux gouverneurs des régions annexées. Réécoutons-le. J'ai également accordé, à titre de cette loi, à titre de ce décret, de nouveaux pouvoirs aux gouverneurs des régions russes, des pouvoirs élargis dans cette situation, afin d'assurer la sécurité des populations, le gardiennage des sites, la protection civile des civils, l'augmentation aussi de la fiabilité du fonctionnement de l'économie dans ces conditions et aussi la production des produits nécessaires pour la conduite de l'opération spéciale. Les gouverneurs des régions vont recevoir des pouvoirs afin de créer des états-majors, des équipes pour évaluer les besoins et j'attire donc la nécessité de leur accorder tout type de soutien. Voilà, c'est clair. Oui, mais je crois qu'on vient dans un schéma qui peut peut-être nous heurter aujourd'hui parce que nous n'avons plus l'habitude de ce type de situation.
Mais il faut revenir à la réalité. J'ai un avis très personnel sur la question. Je dis qu'un civil, quelles que soient les causes, doit rester à sa place et ne doit pas prendre une arme, même pour résister. C'est un avis très personnel. Hein. Ça ne veut pas dire que moi je ne le ferais pas en tant que civil si j'étais dans cette situation-là. Mais dans l'absolu, simplement parce qu'il y a une confusion des genres. Et qu'après, vous ouvrez la porte à beaucoup d'exactions. Cette loi martiale peut conduire à des exactions. Donc, je dirais qu'il y a un moment où c'est un petit peu l'ambiguïté de cette Deuxième Guerre mondiale, finalement, qui a montré des phénomènes de peuple pour résister à un occupant. Mais finalement, on a instruit dans le droit international la possibilité, finalement, en tant que civil, de prendre une arme et de résister. Donc, comment un militaire peut-il se comporter alors qu'il ne sait plus vraiment si, en face de lui, il a un combattant ou un civil destiné à se battre ou pas. Voilà, donc c'est une vraie difficulté. C'est grand risque, monsieur l'ambassadeur, ça, les exactions à venir. Les résistants étaient les civils qui combattaient. Donc, effectivement, les Ukrainiens se considèrent aussi comme des résistants, qu'ils soient incorporés dans l'armée ou pas. Et j'ai l'impression l'Allemagne nazie considérait nos résistants comme des terroristes. Ça va nous rappeler quelque chose. Oui, et effectivement. Nous, des résistants. Et je pense que la décision de décréter la loi martiale dans ces oblasts va accroître les opérations de résistance. D'abord, ces oblasts ne sont pas complètement contrôlés par l'armée russe. Alors les Ukrainiens qui sont là, combattant généralement en uniforme, vont être considérés comme des terroristes. Et par ailleurs, effectivement, les gens qui sont partis à la demande du gouverneur de Kherson, qui est un gouverneur nommé par Moscou, c'est un collabo, qui a voulu que ces civils partent. Les civils sont en effet peut-être pour certains des réfugiés, mais pour beaucoup des déportés. Et il faut, je pense, parler des réfugiés ou déportés en territoire russe, car certains d'entre eux n'avaient aucune intention de quitter leur maison. Donc on est dans une situation qui devient gravissime, et je ne vois pas comment l'Occident ne pourrait pas réagir violemment à cette décision de ce matin. Oui, mais monsieur l'ambassadeur, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, qu'aujourd'hui, après ce qu'a dit Vladimir Poutine il y a 1 heure maintenant, si l'Occident réagit, la belligérance est constatée, puisque ce territoire maintenant est un territoire russe. Il y a un Conseil européen qui doit se réunir demain. Je pense que ça sera le sujet numéro 1, parce que l'effet de souffle, il va être puissant quand même. Hein. Et là, c'est peut-être l'Europe qui réagira même avant les États-Unis. Et comment on peut réagir ? Vous avez l'habitude de... Non, parce que c'est sans précédent. C'est sans précédent, évidemment. Hier, pour des raisons que j'ignore, le ministre des Affaires étrangères russe nous racontait une gentille histoire suivant laquelle il voulait faire diminuer le volume de ses ambassades dans les pays occidentaux. Oui. Très bien, il a qu'à les fermer à ce moment-là. Les réduire... Mais parce qu'il a dit que... on a le sonore d'ailleurs, on le passera tout à l'heure, mais il a dit que ces ambassadeurs étaient tristes, chagrinés parce qu'ils étaient maltraités. Voilà. Oui, enfin, ils ne sont pas si maltraités que ça. Il n'y a pas de manifestation. On peut le prendre, monsieur l'ambassadeur, sur le ton de la boutade. Hein. On n'a pas changé le nom des rues autour de l'ambassade de Russie à Paris. On aurait pu les changer. On aurait pu donner le nom de héros ukrainiens, par exemple. C'était dans les possibilités de la municipalité de Paris de faire ça. Enfin, il y a un tas de choses qui ne sont pas à l'ordre du jour. Mais je pense que là, on va s'engager dans une voie extrêmement dangereuse pour la Russie. C'est peut-être le pas de trop. Merci d'être avec nous. Voilà, pour vous présenter à nos téléspectateurs, vous êtes un Français, vous êtes boulanger, vous êtes expatrié à Odessa, vous êtes de passage. Alors, je ne vous demanderai pas de la géostratégie ou géopolitique, mais juste quand vous entendez Vladimir Poutine, on sait qu'Odessa a été frappée encore hier, je crois, par les troupes russes. Quand vous entendez Poutine décréter une annexion totale, que ces 4 oblasts sont maintenant un territoire russe, que la population quelque part vivra à l'heure russe et que toute contestation, quelle qu'elle soit, sera considérée comme du terrorisme. Vous réagissez comment ? On réagit dans le sens où il est en train de soulever encore plus les civils ukrainiens contre son annexation, parce que lui, il dit ça m'appartient, mais non, ça ne lui appartient pas. Ça appartient aux Ukrainiens. Il va soulever de plus en plus les civils. Les civils qui n'avaient pas pris les armes, il y en a déjà beaucoup qui ont pris les armes. Cette fois, vont les prendre vraiment. Parce qu'ils n'accepteront pas. C'est pas possible. Ils ne reculeront pas. L'Ukrainien ne s'arrêtera pas. Il veut tout récupérer jusqu'à la Crimée. Ils y arriveront ou pas. Mais poser les armes et dire oui, d'accord, c'est annexé, c'est à lui, c'est la loi martiale. Non, pour lui.
Intéressant parce qu'on a toujours entendu des politiques, à commencer par Volodymyr Zelensky, le président, parler justement d'un jusqu'au boutiste. De toute façon, les négociations, c'est terminé tant que Poutine sera là. Et la Crimée est là. Mais vous les rencontrez chaque jour, ces Ukrainiens, vous leur parlez pour eux aussi. C'est-à-dire que l'Ukrainien qui est là, qui vit, qui travaille chaque jour, qui n'a aucune relation avec le pouvoir politique, pense exactement la même chose. Exactement la même chose. Je vais dans plusieurs villes, comme vous le savez, je distribue mes fameux croissants, mes pains au chocolat, j'essaye de soutenir les gens. Vous le faites encore parce qu'au début de la guerre, il y avait une petite interruption. Vous n'aviez pas tous les ingrédients qu'il fallait. Oui, en fait, j'ai réussi à avoir un camion avec du surgelé, des croissants surgelés et tout, donc je continue. Et je suis de passage ici pour refaire un camion, justement. Donc je rencontre les soldats, je rencontre les civils, des gens âgés, des gens de tout âge, et tous se soulèvent contre Poutine. Il y a une unification de tous les Ukrainiens contre cet homme-là, contre tout Russe en fait. Donc il peut parler d'annexation de territoire, c'est à nous, non, personne ne le voit comme ça. Ils n'ont pas peur. La peur, elle existe, mais ils savent parce que la là, contrôler. clairement, la rage, surtout. On l'a entendu, vous l'avez entendu, vous n'étiez pas en plateau, mais juste à côté, Poutine dit maintenant, si vous êtes contre moi, si par exemple je décide que vos croissants vont aller nourrir les soldats russes, si vous ne le faites pas, vous serez considéré comme un opposant, comme un terroriste. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que les Ukrainiens ont peur de ce qu'ils entendent, de ces messages? Pour ma part, si j'avais ce message, je deviendrais un terroriste. Alors, et les Ukrainiens, c'est pareil. Comme beaucoup. Non, pas de peur. La rage. J'ai deux pays, la France et l'Ukraine. Les territoires que ce monsieur dit que ça lui appartient, non, c'est à nous. Donc, on deviendra des terroristes. Je ne pense pas qu'il y ait une autre solution. Mais s'arrêter là, non, ils ne s'arrêteront pas. Personne. En Ukraine, c'est des gens courageux, c'est des gens qui en veulent vraiment. Je pense que c'est comme ça là-bas. C'est très compliqué en fait. C'est très compliqué. C'est à la fois compliqué et très simple, vouloir défendre sa terre et Voilà. résister jusqu'au bout. Voilà, on l'a fait, d'autres peuples l'ont fait, continuent à le faire, les Ukrainiens aujourd'hui.